Leçon de Bakounine, se méfier de tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. Le pouvoir corrompt. Alain disait, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et il avait raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon pouvoir. Même un contre-pouvoir est encore un pouvoir, et il faut se méfier du pouvoir. C'est intéressant, chez Bakounine, cette critique du marxisme, qui disait, mais les gens qui deviendront, les prolétaires, qui gouverneront, qui exerceront la dictature du prolétariat, exerceront la dictature sur le prolétariat. Ce ne sera pas la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat, comment est-ce que ça peut se faire? Non, c'est aux prolétaires de gérer leur vie et pas aux prolétaires de gérer la vie des autres, parce que quand ils gèrent la vie des autres, ils cessent d'être des prolétaires. Ils deviennent des révolutionnaires professionnels. Et ces gens-là, dans la mesure où ils ont du pouvoir entre les mains, sont des gens détestables, des gens condamnables. Ça, c'est une idée extrêmement intéressante de Bakounine, se méfier de tous les pouvoirs, il n'y a pas de bon pouvoir. Leçon de Kropotkin, il a écrit un très beau livre qui s'appelle L'Entraide et qui s'appuie sur l'origine des espèces de Darwin. Vous savez qu'en 1859, quand ce livre paraît, un certain nombre de gens s'emparent de l'ouvrage, des libéraux en l'occurrence, avec Herbert Spencer, et considèrent que la vérité politique de ce que nous dit Darwin sur les espèces, elle est dans le libéralisme, la concurrence, la loi du marché. Et les plus forts triomphent des plus faibles, les mieux adaptés tiennent le coup et les moins bons, les moins bien adaptés disparaissent. Kropotkin dit, mais attendez, dans la nature, il n'y a pas que ça. Et dans le livre de Darwin, il n'y a pas que ça non plus. Il y a même la solidarité, l'entraide, c'est le titre du livre de Kropotkin. Il y a une entraide naturelle. Les animaux sont capables d'aider un certain nombre des leurs qui sont dans des positions de fragilité, de faiblesse, qui sont blessés, qui ne sont pas en forme, et le groupe est capable d'aider, de venir en aide à ceux d'entre eux qui sont dans une mauvaise passe, simplement parce qu'il en va de la survie du groupe aussi. Et Kropotkin nous dit, construisons là-dessus. Il y a un désir naturel à l'entraide, et bien ce désir naturel à l'entraide, célébrons-le. Éduquons à la solidarité, à l'entraide et à ce genre de choses, plutôt que d'éduquer à l'inverse, au struggle for life, à la lutte pour les plus forts ou pour les dominants, ce qui est la vérité du moment, de notre moment. On peut éduquer à autre chose. Ça, c'est une leçon de Kropotkin. Leçon d'Alexandre Jacob. Vous ne connaissez peut-être pas Alexandre Jacob, mais vous le connaissez sans le savoir, parce qu'il a servi de modèle à Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. C'est quelqu'un qui a pas théorisé, mais enfin pratiqué ce qu'on appelait la reprise individuelle, le cambriolage, si vous voulez, hein, et qui considérait que le cambriolage, c'est bien si on fait servir l'argent du cambriolage à la cause et aux pauvres. Et ça me paraît intéressant d'imaginer qu'après tout, on pourrait cambrioler un certain nombre de gens qui ne s'en apercevraient même pas, si et seulement si cet argent-là pouvait servir à la cause et à la bonne cause. Alexandre Marius Jacob est une figure extraordinaire. Je vous invite à lire ses mémoires. C'est quelqu'un qui a eu une vraie vie romanesque, un grand personnage. Le Zoodaxa de tout à l'heure, dont je vous parlais, qui nous disait qu'il fallait être en dehors. Il me semble que ce concept en dehors est un concept intéressant, dans l'anarchie, mais en dehors de l'anarchie. Ça me paraît être une position intéressante à occuper. Leçon d'Émile Pouget. Émile Pouget, le théoricien du sabotage. Et j'ai fait l'éloge du sabotage dans Ciné Hebdo au moment de l'affaire de Tarnac, en faisant savoir que j'étais pour le sabotage s'il était l'occasion, mais vraiment et réellement, et pas de manière fantasmagorique, mais d'améliorer la condition ouvrière. Si vraiment le sabotage est l'occasion d'améliorer la classe ouvrière, le sabotage s'appelle la grève. Et ça me paraît, l'une des modalités du sabotage s'appelle la grève, et ça me paraît tout à fait défendable. Si en revanche le sabotage, c'est le plaisir de la passion triste, c'est le plaisir du ressentiment, c'est le plaisir de détruire pour détruire parce qu'on est animé par les passions tristes, alors effectivement, ça n'est pas intéressant. Et Pouget le disait lui-même, si vous mettez du verre pilé dans le pain que vous faites parce que vous êtes apprenti boulanger, eh bien, ça ne s'appelle pas du sabotage. Si vous transformez un médicament, alors que vous êtes apprenti chez un apothicaire et que vous transformez un produit, que vous remplacez un produit par de la strychnine, ça ne s'appelle pas du sabotage, nous dit Pouget. Parce qu'au bout du compte, vous aurez tué des gens et vous n'aurez rien changé au monde comme il est, et vous n'aurez pas fait avancer la cause ouvrière, ou la cause des plus modestes, ou la cause des démunis, ou des humbles, etc. Donc, oui, à un sabotage qui serait l'occasion de montrer une puissance, une force, une existence, sans que pour autant les passions tristes triomphent.
inventons, pour le coup, des sabotages qui soient jubilatoires et judicieux. Et plutôt que d'arrêter les trains, repeignons-les en rose et puis mettons du chewing-gum dans les composteurs. Enfin, je sais pas, là, je théorise. Leçon de Nestor Makhno, grand révolutionnaire ukrainien qui, lui, théorise la discipline. Ça me paraît extrêmement intéressant. Là encore, un lieu commun, l'anarchie, c'est le désordre. Il ne faudrait pas d'ordre, il ne faudrait pas d'autorité, etc. C'est une idée fausse, c'est une idée sotte, en plus. Et le problème, ce n'est pas qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'autorité. Le problème, c'est qu'il y ait une autorité transcendante ou qu'il y ait une autorité immanente. Le problème de l'absence de discipline et de l'absence d'autorité est catastrophique. Ça va dans n'importe quel sens, s'il n'y a pas d'autorité ou s'il n'y a pas de discipline. En revanche, s'il y a de l'autorité et de la discipline consentie, voulue, choisie, alors c'est tout à fait autre chose. Pour le coup, soyons rousseauistes. Rousseau disait dans le contrat social, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Et il me semble qu'effectivement, si nous choisissons nos chefs et si nous pouvons destituer nos chefs, si on a des mandats qui sont susceptibles d'être retirés, alors à ce moment-là, on peut envisager autrement l'autorité et la discipline. C'est la leçon de Makhno, et elle me paraît extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante. Il y avait ça d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, dans la Résistance, c'est un grand modèle pour moi, parce qu'il y a des héros de la Résistance qui ont beaucoup compté et qui comptent encore beaucoup pour moi, même s'ils ont été mes proches et ne sont plus là, mais des gens qui m'ont appris effectivement que dans la Résistance, on était capable de se choisir des capitaines et de destituer le capitaine parce qu'il n'avait pas été à la hauteur du mandat qu'on lui avait confié. Donc cette idée que le problème n'est pas pour ou contre l'autorité, mais pour une autorité transcendante ou pour une autorité immanente est une question qui me paraît extrêmement intéressante. L'autorité ne tombe pas du ciel. Vous n'avez pas l'autorité parce que vous avez l'institution derrière vous, parce que vous êtes flic, curé, militaire ou je ne sais quoi, ou journaliste ou autre, mais vous avez l'autorité parce qu'on vous l'aura donnée, parce qu'on vous l'aura confiée, parce que le peuple, parce que le groupe, parce que l'Assemblée aura choisi de vous désigner. Et parce qu'elle aura eu le pouvoir de vous désigner, elle aura le pouvoir de vous destituer si vous ne faites pas correctement votre travail. Ça me semble une leçon intéressante. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a pu disparaître, cette anarchie? On connaît l'histoire, je vous en ai un petit peu parlé, de Godwin jusqu'à Proudhon ou jusqu'à Bakounine. Elle a existé, cette pensée anarchiste, et puis elle a été saignée plusieurs fois. Elle a été saignée une fois par la Commune. C'est-à-dire qu'on oublie que... Proudhon est mort quand la Commune a lieu, mais on oublie que la Commune, elle est faite par beaucoup de proudhoniens, et que les Versaillais ont massacré tous les communards, comme vous le savez, et que nombre des communards étaient proudhoniens, c'est-à-dire que cette vitalité d'après Proudhon, le proudhonisme, a disparu du paysage français massacré par Thiers et les Versaillais. Les attentats anarchistes ont aussi discrédité la cause anarchiste. Il m'a semblé qu'on commence dans l'illégalité, dans la perspective d'un Marius Jacob, Alexandre Marius Jacob, en se disant on va redistribuer l'argent, etc. Puis finalement, comme dans la bande à Bono, on finit par mener la bonne vie avec l'argent qu'on a récupéré violemment, en abattant des gens et en se cachant derrière une cause anarchiste qui ne change pas grand-chose à la condition ouvrière du moment. Il y a aussi l'impuissance des anarchistes à empêcher la guerre 14-18. La guerre 14-18 a lieu, il y avait cette théorie de la grève générale qui devait empêcher le peuple français de partir faire la guerre au peuple allemand, et vous savez comment ça s'est passé, assassinat de Jaurès, et départ à la fleur au fusil, et Verdun. Il y a eu aussi, comme façon de saigner définitivement ce qui était déjà bien saigné, le triomphe du marxisme, avec un Marx qui, lui, n'a pas hésité devant tous les moyens immoraux qui étaient en sa possession pour faire disparaître le proudhonisme, Proudhon en son temps, le proudhonisme ensuite, le bakouninisme et toute la pensée anarchiste européenne à cette époque-là, calomnie, médisance, etc. Je vous assure que le combat entre Marx et Proudhon n'est pas très joli pour Marx. Et l'Association internationale des travailleurs a été embarquée sur le mode du coup d'État. Et ça augure les coups d'État de 1917, les coups d'État bolcheviques, mais le marxisme emporte la vérité du mouvement ouvrier à cette époque-là, disparition de la pensée anarchiste, et cette pensée anarchiste, on a l'impression qu'elle disparaît, noyée dans la mer.
Qu'est-ce qu'il y a comme anarchiste, d'ailleurs, après 14-18 ? Quand on se pose la question, vous dites qu'il y a des historiens d'anarchisme. Vous avez Henri Arvon, vous avez Daniel Guérin, vous avez Métron, un formidable dictionnaire du mouvement ouvrier, mais pas de pensée anarchiste en tant que telle, pas d'anarchiste identifiable. Il me semble qu'il y a pourtant des individus dont on peut dire qu'ils ont été à la genèse de ce post-anarchisme. Je songe à Orwell, je songe à 1984, La ferme des animaux, par exemple. Je songe au texte que Simone Veil, la philosophe, pas l'autre, écrit contre les partis politiques, ou aux divers engagements qu'elle a pu avoir dans la guerre d'Espagne, par exemple. À Jean Grenier, le maître d'Albert Camus, et à son essai sur l'esprit d'orthodoxie, un texte qui... je ne sais pas combien d'années avant BHL, nous dit ce qui se passe en Union soviétique, 36, 37, 38, puis c'est un ensemble de textes, donc regardez, 77, 40 ans. C'est-à-dire 40 ans avant les nouveaux philosophes, Jean Grenier a déjà tout dit, et Albert Camus, bien sûr, qui à mon avis me paraît être le post-anarchiste emblématique. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir.